suis Arnaud Chambrette, je suis infirmier en pratique avancée en cardiologie à l'hôpital d'Auxerre, dans Lyon. Voilà, je suis aussi échographiste, donc au quotidien, moi, je suis les patients insuffisants cardiaques, donc en réévaluant leur traitement, en les adaptant à l'état de santé, et puis donc en faisant des échographies régulièrement pour surveiller leur cœur. Et puis donc à côté de ça, comme tu l'as dit, je suis ambassadeur pour agir pour le cœur des femmes, donc l'association du professeur Claire Mouillet-Veillé. Et je suis membre du comité scientifique, du coup je suis pas mal investi dans la formation des professionnels et l'information des patients sur ce sujet. Donc je suis ravi de passer cette heure avec vous. Donc on va revoir quelques points essentiels. C'est que depuis quelques années, donc la cardiologie féminine, c'est un domaine qui prend de plus en plus de place sur l'espace public, et à juste titre, puisqu'il y en avait quand même un grand besoin. Donc on va déjà commencer par voir juste quelques chiffres pour bien prendre connaissance et conscience un petit peu de l'impact des maladies cardiovasculaires en général, et plus précisément chez les femmes. Donc, en fait, il faut savoir que les maladies cardiovasculaires chez les femmes, c'est quelque chose qui est en augmentation constante. Alors, autant chez les hommes, on voit une augmentation qui est un petit peu moins marquée, autant les femmes rattrapent, entre guillemets, le retard qu'elles avaient pu avoir. Pour tous ceux donc, qui viennent de nous rejoindre, donc, Arnaud était en train de commencer à nous présenter donc, l'évolution des maladies cardiovasculaires chez la femme, avec ce qu'on observe qui est malheureusement une croissance des maladies cardiovasculaires aussi bien chez l'homme que chez la femme, mais une augmentation plus rapide chez les femmes et notamment chez les femmes de moins de 65 ans. Donc c'est la courbe que vous pouvez voir ici juste en bas, avec notamment une augmentation qui est liée à une diffusion des facteurs de risque cardiovasculaires, donc le tabagisme, la sédentarité, chez les femmes les plus jeunes. Pour vous donner donc les principales informations en attendant. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez la femme en France. Donc, on recense environ 200 décès chez les femmes liés aux maladies cardiovasculaires chaque jour. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, c'est 200 femmes qui décèdent à cause des maladies cardiovasculaires, 33 à cause du cancer du sein et 2 dans des accidents de la route. Donc, pour donner vraiment un ordre de grandeur et bien expliquer qu'aujourd'hui, c'est effectivement le cœur qui est le principal organe responsable du décès chez la femme. Les maladies cardiovasculaires, elles sont à l'origine de nombreuses hospitalisations. Donc, même si aujourd'hui, on ne décède pas forcément d'un accident cardiovasculaire, grâce au progrès de la prise en charge médicale, on a tout de même un nombre d'hospitalisations qui est assez important, avec notamment un nombre d'hospitalisations chez les femmes avant 65 ans qui est lui aussi en hausse. Donc, on a près d'un tiers des hospitalisations qui ont lieu avant 65 ans. Et ce qui est un marqueur assez important, ça va être notamment la mortalité suite à une hospitalisation dans l'année. Donc, chez l'homme, elle est d'environ 25%, alors que chez la femme, elle est de 38%. Ce qu'il faut voir, évidemment, c'est que derrière ce chiffre, ça cache une partie de la réalité qui est aussi que la plupart des femmes qui sont hospitalisées pour un accident cardiovasculaire, elles sont hospitalisées à un âge plus avancé. Donc, logiquement, c'est souvent des cas plus complexes ou des cas plus graves, ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait une mortalité qui soit supérieure par rapport aux hommes. Donc, la vraie question qu'on se pose, c'est pourquoi justement ces chiffres-là aujourd'hui chez la femme. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'avant tout, il y a une certaine méconnaissance du risque cardiovasculaire chez la femme dans la population générale. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore une idée reçue qui est assez présente, qui est celle que les maladies cardiovasculaires, ce sont uniquement des maladies d'hommes qui touchent uniquement les hommes. Donc, c'est ce que pensent encore aujourd'hui 27% des femmes. Or, on sait aujourd'hui que ça touche aussi bien les femmes que les hommes. Il y a aussi une méconnaissance des différences sur risque qui peuvent être liées à la vie génitale et à la vie hormonale de la femme. Donc aujourd'hui, on sait que typiquement l'arrivée de la ménopause, c'est un moment clé dans le risque cardiovasculaire chez la femme, ce qui est encore assez méconnu. Il y a une méconnaissance aussi, comme on le disait en introduction, du fait qu'aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité. On pense souvent que c'est le cancer, c'est assez proche, mais dans la réalité, ça reste les maladies cardiovasculaires.
Effectivement, voilà, comme j'avais commencé un petit peu d'en parler, on voit que la courbe des maladies cardiovasculaires chez la femme, elle augmente de manière beaucoup plus importante et de manière beaucoup plus significative que par rapport aux hommes, surtout après 65 ans. Hein, on parle de plus 40% d'événements cardiovasculaires chez les femmes de plus de 65 ans contre 19% de progression pour les hommes. Donc c'est quand même le double, c'est hyper important en termes de volume. Et en fait, effectivement, ça c'est en grande partie dû à on a gardé pendant des années un petit peu cette image d'Épinal du patient cardiaque, voilà, masculin, avec un âge mûr, un petit peu costaud, qui fume, qui boit un petit peu. Et en fait, on a totalement un petit peu sorti de l'espace public et ben, cette vision un peu spécifique qui est la cardiologie de la femme, avec ces aspects qui lui sont vraiment propres. Et en fait, on s'aperçoit hein, que quand on demande un petit peu aux femmes, quand on mène des enquêtes auprès des femmes pour savoir un petit peu leurs connaissances, les connaissances qu'elles peuvent avoir sur la cardio féminine, on se rend compte ben, en fait qu'il y a quand même 27% des femmes qui pensent que les maladies cardiovasculaires touchent essentiellement les hommes, que 43% pensent que la ménopause est sans conséquence sur le risque cardiovasculaire, et il y en a que seulement 46% qui savent que c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Donc vraiment, c'est des chiffres qui sont importants, éloquents, et qui montrent bien qu'il y a quand même une méconnaissance importante des maladies cardiovasculaires et de leur impact chez les femmes. Alors, on va faire un petit rappel sur le syndrome coronarien aigu. Syndrome coronarien aigu, c'est quoi? C'est l'infarctus. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle communément la crise cardiaque, pour utiliser un langage qui parlera à tout le monde. Donc en fait, c'est quoi? C'est une atteinte des artères qui irriguent le cœur, qui s'appelle les coronaires, hein, ce qu'on appelle une coronaropathie. Donc le cœur est irrigué, hein, le sang est apporté au cœur, donc l'oxygène est apporté au cœur via ces vaisseaux, via ces petites artères qu'on appelle donc les coronaires. Il y en a plusieurs, il y en a trois principales. Et voilà, comme là vous le voyez sur cette image-là, quand l'artère est normale, donc voilà, on a notre sang qui circule librement, les parois sont libres de tout dépôt, et le sang peut continuer à circuler correctement en apportant l'oxygène et les nutriments. Et donc, comme on peut le voir sur cette image-ci, au fur et à mesure du temps, et aussi avec l'aide de plusieurs facteurs qui vont venir aussi jouer dessus, comme le diabète, comme le tabac, comme le cholestérol, ces artères, elles peuvent progressivement s'encrasser. Donc on le voit hein, progressivement sur les trois petites coupes d'artères qu'on a là. Au début, on a un petit peu de dépôt, et puis le dépôt peut se majorer, devenir très important. Et donc, ça va rétrécir, comme on le voit en couple, ce qu'on appelle la lumière de l'artère, c'est-à-dire le passage de l'artère, et le sang passe de manière moins importante. Alors après, il y a deux grands mécanismes, c'est-à-dire que où ça finit par complètement obstruer l'artère et le sang ne passe plus, et donc là, c'est l'infarctus. Et il y a un autre mécanisme où la plaque, voilà, cette petite plaque de gras qui est dans la paroi de l'artère va venir se rompre, et donc les plaquettes vont venir se mettre dessus et ça va faire un caillot et ça va tout boucher. Donc quand les plaquettes vont se retrouver complètement bloquées, comme on peut le voir sur cette petite vidéo, il y a un bouchon qui va se former et là c'est l'infarctus. Voilà, ça se dépose tranquillement, les plaquettes s'agrègent et il y a un caillot qui se forme. Donc quand l'artère est bouchée, le sang n'afflue plus au muscle cardiaque. Donc plus de sang, plus d'oxygène et plus de nutriments. Et après, en fonction du temps que le muscle va rester, ce que nous on appelle perfusé, c'est-à-dire irrigué en oxygène, en sang, plus la période va être longue et plus le muscle est à risque de s'abîmer et de ne pas récupérer après. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'être dans les messages de prévention de plus en plus vigilants sur les premiers symptômes à identifier, et surtout voilà, dès qu'il y a une douleur qui peut paraître un petit peu atypique, de surtout voilà, pas se dire je verrai ça plus tard. Voilà, vous pouvez toujours passer un coup de téléphone au 15 pour prendre un avis. Des patients, j'en ai encore eu un cette semaine, voilà, en consultation d'insuffisance cardiaque, un patient qui a pas bien identifié les premiers signes, qui a dit oui, je verrai bien mon médecin traitant dans 2 jours. Et il a été hospitalisé entre-temps dans un état un peu préoccupant, et aujourd'hui c'est l'insuffisance cardiaque.
Donc les symptômes les plus courants chez les hommes, c'est la douleur thoracique, au repos ou à l'effort. Donc vraiment cette douleur un petit peu en étau qui serre. Quand je travaillais aux urgences, vraiment des fois on voyait les gens arriver avec la main sur la poitrine, se tenir. C'est vraiment une douleur importante, plutôt anxiogène. Les patients sont souvent assez angoissés par la douleur dans la poitrine. Mais ça peut aussi être des picotements au niveau des bras, des épaules, du cou et de la mâchoire, hein. C'est ce qu'on peut appeler une irrigation au niveau de la mâchoire, une irradiation au niveau de la mâchoire et du bras gauche, et puis accompagné d'un essoufflement, parce que vu que le cœur est plus bien perfusé en oxygène, il a du mal à pomper et il y a un essoufflement qui peut apparaître. Et chez la femme, c'est là aussi que les messages de santé publique sont parfois un petit peu insuffisants. C'est que parfois, il y a des symptômes qui sont un petit peu plus atypiques et qui peuvent parfois passer un peu plus inaperçus. Donc, on a notamment des vertiges, voilà, des sensations d'étourdissement un petit peu inhabituelles et surtout qui apparaissent brutalement. Des sensations de brûlure d'estomac. Alors ça, vraiment, c'est pareil, brûlure d'estomac et nausées, vomissements, ce qu'on appelle les symptômes digestifs. Là, j'attire particulièrement votre attention là-dessus, parce que chez les femmes, c'est quelque chose qui revient très, 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 très souvent. Ça commence des fois voilà, par une sensation de gêne gastrique, ça peut, voilà, des problèmes qui peut apparaître dans un premier temps comme des problèmes digestifs sans cette fameuse douleur dans la poitrine qui va serrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très, très souvent chez les femmes qui font des infarctus. Et donc, souvent, ça peut s'accompagner d'une fatigue voilà, qui n'était pas habituelle. D'un coup, on a vraiment cette chape de plomb qui s'abat sur vous, une fatigue importante et avec des sueurs froides parfois et de l'essoufflement aussi. Donc vraiment ne jamais sous-estimer les symptômes digestifs et puis vraiment voilà, garder en tête que un infarctus, surtout chez les femmes, ça peut prendre la forme d'une gastro-entérite, de brûlure d'estomac, de gêne digestive, voire même de douleurs gynécologiques. C'est ça aussi un petit peu qui est atypique, hein, c'est que le mécanisme de la douleur chez la femme et surtout son interprétation est un petit peu différent. Et des fois, on a des douleurs un petit peu projetées comme ça qui peuvent un peu induire en erreur, voilà, et qui changent des schémas habituels où on dit, voilà, l'infarctus, c'est la douleur dans la poitrine qui serre, la mâchoire, le bras. Eh ben non, en fait, voilà, chez la femme, c'est plutôt atypique et voilà, faut être assez vigilant sur ces premiers symptômes. Après la phase aiguë, hein, donc après la prise en charge de l'infarctus sur les premières heures, donc juste pour faire être bref là-dessus, hein, le premier traitement, les premières recommandations, c'est ce qu'on appelle la coronarographie, donc c'est aller voir directement les artères du cœur en passant par le poignet, par les artères du poignet, et s'il y a besoin d'aller désobstruer, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. On peut aspirer le petit caillot, ou sinon on peut aller dilater en mettant un petit ressort, ce qu'on appelle un stent. On peut aller dilater les artères qui sont rétrécies pour rétablir le flux. Donc voilà, ça c'est vraiment la phase aiguë, la phase vraiment critique. Et en sortie d'hospitalisation, donc il y a un traitement qui est mis en place, un traitement de fond. Alors, il faut savoir que l'événement coronarien, c'est malheureusement l'entrée dans la maladie chronique. C'est-à-dire que voilà, une maladie qui est contrôlée, mais qui est toujours présente, un petit peu comme le diabète, un petit peu comme l'hypertension. On ne peut pas en guérir. La maladie est toujours là, mais on peut contrôler ses manifestations et ses symptômes. Donc là, ça va être le cas. Donc on met en place un traitement qu'on appelle le traitement basique. Basique, c'est l'acronyme de bêta-bloquant, aspirine, statine, IEC. Alors IEC à la base, c'est les médicaments pour l'hypertension artérielle, mais qui protègent le cœur. Et surtout, je dirais presque le plus important, en fait, c'est la correction des facteurs de risque. Et ça, j'en discutais encore hier avec la cardiologue avec qui je travaille pas mal justement sur des supports de communication et de formation. Malheureusement, en France, on mise pas assez sur la prévention et la prévention primaire, c'est-à-dire avant la maladie. Et vraiment, une fois que la maladie est là, c'est vraiment indispensable de corriger les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, c'est quoi? C'est le tabac, c'est l'alimentation, c'est la sédentarité. Alors c'est pas facile, hein, c'est pas simple de changer ses habitudes de vie. Moi, j'ai toutes les semaines, tous les jours des patients dans mon bureau ou dans ma salle d'échographie qui me disent j'essaie d'arrêter de fumer, c'est pas simple. Bon, faut se faire aider. Il n'y a pas de solution miracle. Après, voilà, ce qui marche chez les uns marche pas forcément chez les autres. En tout cas, il faut essayer. Puis si ça marche pas là, peut-être que ça marchera la prochaine fois. Mais en tout cas, il faut essayer. Il faut essayer vraiment d'arrêter voilà tout ce qui peut nuire
à tout ça. Voilà, contrôler l'hypertension, contrôler le diabète, la sédentarité. Là, on a les maladies cardiovasculaires sont notamment en train d'exploser à cause de la malbouffe d'une part, et puis à cause de la sédentarité, parce qu'on passe de plus en plus de temps assis derrière les écrans, dans la voiture, dans les bouchons, voilà, sur des activités très sédentaires et qui sont complètement néfastes pour l'organisme. L'organisme n'est pas fait pour rester assis sur une chaise 15 heures par jour. Donc voilà, vraiment, le premier gros travail. C'est aussi important que de prendre ces médicaments comme ils sont prescrits, c'est vraiment de corriger ces facteurs de risque. Donc, chez les femmes, donc, on a certains facteurs de risque, comme je viens d'énoncer, qui sont un petit peu généraux et qui sont communs aux hommes et aux femmes. L'hypertension, le tabac, l'alcool, voilà, ce genre de choses pour lesquelles on a déjà entendu pas mal de messages sur le sujet. Et puis, voilà, on a ce petit tableau-là qui est issu un petit document qui a été fait par Agir pour le cœur des femmes et que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il illustre très très bien les choses. Donc, il y a les facteurs de risque classiques hommes-femmes, comme on vient de parler, l'obésité, mauvaise alimentation, tout ça. Et puis, à côté, vous avez vraiment les facteurs de risque qui, là, sont plutôt spécifiques aux femmes. Donc, il y a l'âge des règles, des premières règles qui intervient. On n'y pense pas souvent, on l'entend très peu. Mais effectivement, c'est un facteur de risque, soit une grande précocité, soit une grande tardivité dans l'apparition des premières règles. Le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, donc vraiment on se rend compte qu'il y a un aspect gynécologique et surtout un aspect lié à la vie sexuelle de la femme qui est quand même assez important avec un bouleversement hormonal qui se met en place. Alors, pendant la vie sexuelle, pendant les hormones vont avoir tendance à protéger un petit peu l'organisme et surtout le système cardiovasculaire. Et on s'aperçoit justement qu'arrivé à la ménopause, que la ménopause va arrêter justement cette protection et que là justement, les femmes vont avoir tendance à rattraper les hommes en termes de facteurs de risque et surtout en termes d'événements cardiovasculaires. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui sont spécifiques à la vie génitale de la femme, il faut les prendre en compte, il faut bien les garder en tête. On a aussi l'hypertension pendant la grossesse, la contraception, qui là aussi sont propres, et les bouffées vasomotrices. Voilà, on ne sait pas trop expliquer pourquoi, mais on sait que c'est plutôt un facteur de risque et que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a d'autres facteurs de risque qu'on connaît qui sont insuffisamment pris en compte parce que parfois, on n'a pas bien encore compris le lien entre ces manifestations et vraiment le risque, les répercussions sur le système cardiovasculaire. On a le stress psychosocial, ça c'est évident. Plus on va être stressé dans son travail, dans son quotidien, on parle souvent de charge mentale. C'est vrai que les femmes, voilà, même si les choses tendent à évoluer un petit peu au fur et à mesure, les femmes souvent restent encore un petit peu les organisatrices de la vie de maison avec les enfants, les activités scolaires, les rendez-vous chez le médecin. Et puis voilà, l'homme qui reste encore un petit peu en retrait, donc ça tend à changer un petit peu, mais malheureusement, on sait que la charge mentale de la femme, elle a tendance à être encore un peu plus importante que chez les hommes. On a aussi la précarité économique et l'isolement social. Les femmes vont avoir plutôt tendance à être isolées socialement quand il y a l'homme à la maison qui gère un petit peu tout, on va dire qui ramène le salaire. On a toute cette image justement de la femme au foyer, voilà, qui travaille pas, et ça c'est par exemple, voilà, c'est le fait de pas pouvoir toujours être indépendant économiquement, de pas pouvoir avoir forcément accès aux soins, soit parce qu'il n'y a pas d'offre, soit parce qu'on n'a pas les moyens d'aller voir le médecin, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est à prendre en compte et qui n'est pas négligeable. Et on sait que les femmes sont plus exposées à tout ça. Il y a les risques environnementaux, les maladies auto-immunes et inflammatoires qui touchent de manière proportionnelle, de manière plus importante les femmes que les hommes. Et puis, il y a aussi la migraine à Ecora. Là aussi, c'est pareil, c'est quelque chose, on ne sait pas trop comment ça marche, mais on sait que les migraines ont plutôt tendance à être un facteur de risque cardiovasculaire pour les femmes. Donc, juste voilà quelques facteurs de risque qui sont importants parce que c'est des sujets, on va dire, très transversaux et qu'on retrouve malheureusement chez beaucoup de patients et de patientes. Le diabète, notamment. Donc, le diabète, c'est quoi? Pour faire simple, c'est l'élévation chronique du taux de sucre dans le sang. Voilà, c'est l'organisme qui traite moins bien
le sucre, soit parce que on a éclusé un petit peu tout le stock au niveau du pancréas. Le pancréas n'est plus à même de sécréter suffisamment d'insuline, soit parce que les cellules sont abîmées. Et donc ça, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Pourquoi? Parce que c'est pourvoyeur d'encrassement au niveau des artères coronaires. Le diabète, c'est un gros pourvoyeur d'artériopathie en général. C'est-à-dire que ça va remodeler, ça va changer le modelage, la forme, la composition des artères, et ça va avoir tendance à provoquer des bouchons, provoquer ce qu'on appelle les sténoses, qui sont ces fameux rétrécissements qui vont venir se boucher par la suite. 7 fois plus de risque cardiovasculaire chez la femme diabétique par rapport à la femme non diabétique, alors que c'est simplement 3 fois chez l'homme. Donc vous voyez vraiment l'impact particulier du diabète chez la femme. Ça augmente par 3 le risque de coronaropathie chez la femme diabétique par rapport à la femme non diabétique. Et ça augmente de 2,3 le risque d'AVC chez la femme diabétique par rapport à la femme non diabétique. Donc là aussi, le diabète, ça fait partie, c'est quelque chose qui doit être dépisté. Par exemple, moi, dans les prises en charge que je propose à mes patients, c'est quelque chose que je vérifie toujours. Il y a du diabète, oui, non. Il y a du diabète, est-ce qu'il est bien pris en charge et est-ce qu'il est équilibré? Parce que ça, c'est quelque chose vraiment qu'il va falloir travailler en parallèle avec les spécialistes adaptés, avec les diabétologues ou avec les endocrinologues. Donc ça, il faut vraiment, c'est très très important d'avoir un diabète bien équilibré, si on n'est pas diabétique, de prévenir le diabète, l'arrivée du diabète, parce que le diabète, il va arriver aussi dans cette espèce de triptyque, disons que ça va majorer le risque de diabète, qui est la sédentarité, la malbouffe et l'obésité. J'aime bien parler de triptyque parce que c'est 3 choses qui sont vraiment imbriquées les unes aux autres. C'est-à-dire que plus on est sédentaire, plus on va avoir tendance un petit peu à manger n'importe quoi, n'importe comment, plus on va prendre du poids. Et plus on prend du poids, plus c'est compliqué de faire du sport. Donc plus on sédentarise et plus on mange mal. Et donc on tombe dans une espèce de cercle vicieux comme ça, où les choses vont de mal en pire, et plus ça avance, plus c'est compliqué de reprendre un cercle vicieux et d'aller contre ces mauvaises habitudes qui arrivent. Parce que voilà, c'est tout de suite, je vous invite vraiment à aller faire un footing comme ça, et puis à vous mettre un sac à dos de 15 kilos sur le dos, d'aller faire la même chose. Vraiment, vous allez sentir la différence en termes de fatigue, en termes de souffle. Donc vraiment, le fait de perdre du poids, ça va ça permet de faire plus facilement du sport, de remettre plus facilement l'organisme en condition. Ça prévient les diabètes, ça prévient les problèmes de cholestérol aussi. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Donc les recommandations qui sont faites par les sociétés savantes de cardiologie, c'est 30 minutes, au moins 5 fois par semaine. Honnêtement, 30 minutes par jour, moi, c'est ce que je préconise, parce qu'il faudrait, en théorie, éviter de rester plus de 2 jours sans faire d'activité physique. Voilà, les patients et les patientes qui vont faire un infarctus et qui vont passer en réadaptation cardiaque, on a pour habitude de leur dire que après la réadaptation, il faut continuer à faire du sport, parce qu'au bout de 3 semaines sans sport, en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas eu de rééducation. En fait, tous les bénéfices se sont effondrés et on est reparti dans ce cercle vicieux. On est sédentaire, on a du mal à bouger, le sport c'est difficile, et voilà, on va repartir dans ce cercle complètement vicieux et qu'il faut briser à tout prix. Donc la sédentarité, c'est quoi? C'est quand on est beaucoup de temps assis ou peu en mouvement. Donc ça favorise l'hypertension artérielle, la résistance à l'insuline, la dyslipidémie, et ça va avoir tendance un petit peu à faire dysfonctionner la fonction endothéliale. C'est quoi en fait? C'est l'endothéliale. L'endothéliale, c'est la paroi qui tapisse l'intérieur des artères, et ça va avoir tendance à l'abîmer. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, cette paroi, ce qu'on appelle l'endothélium, c'est une petite couche de cellules, et c'est les seules cellules du corps humain sur lesquelles les plaquettes du sang ne vont pas s'agréger. Donc ça veut dire que dès qu'on a une petite effraction de cette petite couche de cellules-là, tac, les plaquettes, elles vont venir se coller contre la paroi de l'artère et elles vont faire un caillou. Donc vraiment, c'est important de limiter les processus inflammatoires et de limiter de garder une bonne santé endothéliale, une bonne santé des artères, parce que ça va favoriser tout ce qu'on appelle les thrombopathies, c'est-à-dire toutes les maladies où il y a des caillots qui vont venir se former. Ça peut être l'infarctus, ça peut être l'AVC, ça peut être la phlébite. Vraiment, ça va prendre tout un tas de formes, et tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle cette fonction endothéliale, qui est cette petite couche de cellules à l'intérieur des artères. Donc, ce qui est recommandé, c'est une activité plutôt d'endurance. J'exerce plutôt à la campagne, donc des fois, j'ai des
des patients qui me disent: «Ah mais je bricole, je jardine, je fais de l'activité». Oui, certes, mais c'est plutôt de l'activité de force et nous, ce qu'on privilégie, c'est plutôt de l'activité d'endurance et il y a rien de mieux finalement que la marche. C'est ce qu'il y a de plus simple, ça coûte rien. Voilà, juste une paire de baskets, vous allez 30 minutes faire votre petite marche, faire le tour du quartier, voilà et vous élargissez progressivement votre périmètre d'action, vous éloignez un petit peu plus loin et ça va se faire gentiment. Si au début, 30 minutes, c'est trop dur, vous pouvez fractionner, vous pouvez faire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Ça peut être pour aller chercher les enfants à l'école, ça peut être pour aller chercher le pain, ça peut être juste par plaisir ou pour voir un copain, une copine. Donc voilà, surtout, la marche, c'est simple, c'est efficace et c'est à la portée de tous. Et puis, donc, juste, je vous fais un petit mot sur ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs depuis longtemps. Moi, à titre personnel, je ne suis pas fan et a priori, je ne dois pas être le seul puisque les recommandations sont en train de changer. Il y a un nouvel indice qui est en train un petit peu de le remplacer progressivement et qui est en cours d'étude et qui se fait plutôt que sur le poids et la taille, qui va notamment prendre en compte la taille et le périmètre abdominal. Parce que finalement, l'IMC, il est parfois un petit peu arbitraire. Moi, je suis grand, je suis carré, j'ai une carrure de rugbyman et du coup, je me retrouve limite en obésité, alors que certes, je suis un petit peu en surpoids, mais pas en obésité. Et du coup, ça a du mal à vraiment prendre la forme morphologique des gens. Et en fait, nous, ce qu'on recherche surtout, ce qu'on traque, c'est ce qu'on appelle la graisse abdominale. C'est vraiment la graisse qui va venir se former sur le ventre, parce qu'on sait que c'est celle-ci qui est la plus néfaste. Et c'est cette graisse-là, au niveau abdominal, qui va réduire l'absorption à l'insuline. En tout cas, qui va augmenter la résistance à l'insuline que le corps va provoquer, sécrète naturellement. Et donc, vraiment, ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye vraiment d'être vigilant. C'est vraiment cette masse abdominale et plutôt vraiment que le poids et l'IMC au sens strict. C'est le deuxième grand facteur de risque pour lequel on part en bataille régulièrement, c'est le tabac. Ça tombe bien, on est au mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Donc, écoutez, s'il y a des fumeuses et des fumeurs dans l'auditoire, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vraiment là l'occasion. Comme je dis, des fois, ça ne marche pas du premier coup. Des fois, il faut réessayer, essayer, réessayer. Et puis des fois, c'est la quatrième, la cinquième tentative qui marche. C'est pas grave, faut pas le voir comme un échec. Voilà, vous avez quand on arrête de fumer et qu'on reprend, voilà, on identifie pourquoi on a repris, qu'est-ce qui va pas, et peut-être que le prochain coup, du coup, on pourra un petit peu anticiper, s'organiser autrement et ça marchera. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on propose, ce qu'on demande à nos patients, c'est un arrêt total et définitif. Souvent les patients nous disent: «Ah, j'ai bien réduit, je fume plus de 2-3 cigarettes par jour». Oui, mais il y a toujours une intoxication chronique, donc avec tous les polluants qui sont dans la cigarette, tout le monoxyde de carbone qui est apporté. Donc ça va. En fait, il faut savoir, dans la cigarette, il y a du monoxyde de carbone, donc ça va se mettre sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène, et ça va avoir tendance du coup à réduire l'oxygénation des tissus. Donc sur un cœur qui est déjà fatigué, qui n'est pas forcément bien irrigué, c'est pas forcément une bonne idée. Donc vraiment, c'est assez important d'arrêter le tabagisme, surtout que voilà, 80% des victimes d'infarctus de moins de 45 ans sont des fumeurs, hein. Ça, c'est quelque chose, je suis pas certain d'avoir vu dans ma carrière, alors il y a peut-être très longtemps, quelqu'un de moins de 45 ans avoir fait un infarctus sans être fumeur. C'est pas j'ai quelque chose comme ça que j'ai pas en tête. Donc le tabac, en fait, endommage les parois des artères, ça favorise donc le développement des plaques un petit peu de ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui sont des déchets en fait de gras, voilà, qui sont pas forcément bien métabolisés par les artères, donc qui vont former ces plaques, qui vont venir soit boucher la lumière, soit un jour se fissurer, et comme on l'a vu précédemment, les plaquettes vont venir se coller dessus. Et puis du coup, ça accroît le risque de caillots sanguins, donc l'infarctus, les AVC. Ça augmente quand même de 25% le risque chez les fumeuses par rapport aux fumeurs, hein. C'est-à-dire que chez les femmes, ça majore encore de 25% en plus par rapport aux hommes. Et ça augmente par 13 le risque cardiovasculaire chez les femmes de moins de 50 ans. Donc vraiment, ça a un impact significatif, important, et surtout si c'est associé à la contraception. Et surtout à la contraception œsoprogestative, qui multiplie par 10 le risque d'AVC.
Voilà, c'est une méthode de contraception qui marche bien, mais qui est vraiment pas très compatible avec le tabac. Alors aujourd'hui, les médecins, les gynécologues sont plutôt au fait des choses et ils savent accompagner les patientes au mieux justement dans ce genre de cas. Mais voilà, il faut garder en tête que voilà, l'hormonothérapie substitutive ou les pilules, ce genre de choses, ça reste un facteur de risque en plus, et surtout quand il y a du tabac associé. Le cholestérol, ça c'est pareil, c'est un facteur de risque dont je pense vous avez dû entendre parler de manière assez régulière. Donc le cholestérol, c'est une substance grasse qui est essentielle, hein. Donc c'est quelque chose qui est essentiel à la vie. Les cellules, notamment les cellules cérébrales, se forment avec du cholestérol. Ça assure une bonne plastie au niveau des cellules, c'est une bonne rigidité de la paroi des cellules. Et donc c'est complètement indispensable. Maintenant, il y a cholestérol et cholestérol. Il y a ce qu'on appelle le bon cholestérol, qui est le HDL, et le mauvais cholestérol, qui est le LDL, et qui, lui, va avoir tendance à aller se mettre dans la paroi des artères. Et c'est celui-ci qui nous pose souci, parce que justement, il va venir se mettre dans la paroi des artères, et donc il va augmenter toutes les maladies qu'on a vues précédemment, les AVC, les thromboses, voilà, tout ce genre de choses, les infarctus. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut essayer de prévenir, et qu'il faut prévenir de manière vraiment importante quand il y a déjà eu un événement cardiovasculaire. C'est-à-dire que pour les patientes ou les patients qui ont déjà fait un événement cardiaque, un syndrome coronarien, et bon, on leur demande des taux de cholestérol LDL très bas, voilà, inférieurs à 0,55 grammes par litre. Alors c'est pas toujours évident à tenir, parce que on est très inégaux par rapport au cholestérol. Il y a des patients qui fabriquent beaucoup de cholestérol, d'autres pas beaucoup. On ne sait pas pourquoi, c'est un peu inégal. Voilà, j'ai des patients chez qui vraiment on se bat pour avoir ce taux à 0,55. Et puis moi, naturellement, par exemple, je suis à 0,60. Donc voilà, c'est une manière très inégale. C'est le corps en fait qui réabsorbe les graisses de manière plus ou moins égale selon les patients. Et ça, malheureusement, on ne peut pas toujours y faire grand-chose. Et c'est pour ça qu'on met en place des médicaments qui s'appellent les statines. Donc les statines, il y a eu pas mal de débats dessus il y a quelques années, on en voit un petit peu moins. C'est un médicament qui, pour nous, est essentiel, parce que ça permet vraiment d'atteindre des taux de cholestérol qu'on ne pourrait pas atteindre sans médicament. Et on sait que le taux de cholestérol, plus il est important, même à des taux relativement bas, et plus ça va favoriser la récidive des événements cardiovasculaires. Donc évidemment, on peut corriger ces apports en gras, c'est-à-dire modifier son alimentation, éviter les alimentations transformées, éviter les graisses animales, le beurre, la crème, les viandes un petit peu grasses, et privilégier les huiles, le poisson ou les œufs. Alors attention, parce que les œufs, c'est quand même pas mal pourvoyeur de cholestérol. Et puis, l'activité physique, c'est pareil, ça c'est quelque chose qui peut jouer sur l'absorption de ces graisses. Ça va permettre de réguler au mieux le taux de cholestérol. Donc, c'est pas à négliger. Et puis, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur le cholestérol. Le poids aussi, ça joue sur le cholestérol. Le tabagisme aussi va jouer sur le cholestérol. L'âge, le sexe, mais vraiment le facteur le plus important, et c'est celui qu'on ne maîtrise pas, c'est surtout la génétique. C'est vraiment ça qui peut poser problème chez certains patients. Donc on va juste refaire un petit topo sur les facteurs de risque cardiovasculaires spécifiques aux femmes. Donc, ils sont essentiellement liés, comme on l'a vu, à la vie génitale de la femme. Donc, l'âge des premières règles, les syndromes des ovaires polykystiques, ça c'est aussi un facteur de risque qu'on entend parler de plus en plus, parce qu'on se rend compte qu'il a un rôle important sur la santé cardiovasculaire. L'endométriose, la contraception, l'hypertension pendant la grossesse. Voilà, c'est quelque chose parfois qui peut paraître un petit peu anodin, ou en tout cas on se dit oui, c'est vrai, j'ai eu de la tension pendant la grossesse, mais aujourd'hui c'est fini. Attention, ça reste un facteur de risque cardiovasculaire. L'insuffisance ovarienne, le nombre de grossesses, le diabète gestationnel, là aussi, peut-être vous avez connu ça, ou vous connaissez quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle du diabète gestationnel, c'est-à-dire c'est un diabète qui se met en place pendant la grossesse, qui généralement est spontanément résolutif après la grossesse, qui va avoir tendance à revenir un peu plus tard. Généralement, les patients qui ont fait un diabète gestationnel
seront diabétiques un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et du coup, les patientes qui ont fait des diabètes gestationnels, il va vraiment falloir les surveiller étroitement au niveau des glycémies. Et voilà, pour essayer de venir corriger par l'alimentation, par l'activité physique dans un premier temps, et puis ensuite, éventuellement, mettre de manière un peu plus précoce un traitement adapté pour vraiment bien garder une glycémie acceptable tout au long de la vie. La ménopause et les bouffées vasomotrices, ça aussi, c'est quelque chose qui sont à surveiller. Et puis le cancer du sein, et notamment avec chimiothérapie, radiothérapie. Alors là, dans ce cas de figure-là, c'est pas le cancer du sein en lui-même qui est pourvoyeur de risques cardiovasculaires, c'est les traitements consécutifs au cancer du sein. Voilà, on a beaucoup de traitements de chimiothérapie qui sont cardiotoxiques. La radiothérapie, ça peut avoir tendance à fatiguer le cœur aussi. Donc c'est voilà que les patientes qui ont eu des problèmes de cancer du sein, normalement, pareil, il faudra un suivi cardio assez rapproché, au moins dans les premières années, en tout cas pour surveiller l'évolution de la fonction cardiaque. Et puis donc voilà, parmi les facteurs de risque qu'on ne prend pas assez souvent en compte en tout cas. Donc le stress psychosocial, la violence de la part du partenaire, ça aussi malheureusement, on sait il y a certaines femmes peuvent être exposées à des violences et que du coup, là aussi, l'accès aux soins et la prévention ne se fera pas comme on voudrait. La charge mentale au travail à la maison, le manque de connaissances de l'hygiène de vie, puis le manque de connaissances aussi sur les pathologies cardiaques en règle générale. Hein, on l'a vu en début de topo. Voilà, il y a quand même beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément connaissance des maladies cardiaques chez les femmes, de leur apparition, du lien entre la grossesse, ce genre de choses. Donc vraiment, il y a aussi une méconnaissance un petit peu sur le sujet. Il y a les risques environnementaux qui sont en train d'exploser, hein, les pollutions, l'exposition chronique à des polluants qui multiplient tout ce qui est syndrome auto-immun et inflammatoire qui vont venir remodeler et puis un petit peu attaquer les parois des artères et qui vont augmenter le risque. Et en plus, on sait que les femmes sont plutôt sujettes à ce genre de maladies, aux maladies auto-immunes. Donc vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis les migraines avec Cora, voilà. Même si on n'explique pas trop le lien, on sait que c'est un facteur de risque. Voilà, donc écoutez, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Si vous avez des questions, faut pas hésiter, justement, c'est le moment. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez qu'on revienne dessus, qu'on explique simplement, voilà, on peut prendre du temps pour ça, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup Arnaud. Donc, je vois qu'il y a une première question dans le chat. Comment poser la candidature pour faire une journée de prévention dans son établissement en lien avec l'association Agir pour le cœur des femmes? Existe-t-il des brochures réalisées par l'association pour la prévention cardiovasculaire chez la femme? Alors, oui et oui. Oui, effectivement, en vous connectant sur le site d'Agir sur le cœur des femmes, il y a tout un tas d'infographies qui sont mis à disposition, notamment pour les professionnels de santé. Il y a un système de diagramme pour le repérage des facteurs de risque cardiovasculaire chez la femme qui est appelé l'artère du cœur, qui est très très bien foutu, qui est utilisé lors justement des journées de dépistage du bus du cœur des femmes, qui est vraiment très bien fait, qui est très simple à utiliser, qui est libre de droit, donc vous pouvez télécharger et utiliser dans votre quotidien. C'est très très bien fait. Et il y a aussi d'autres brochures d'informations. Vous allez pouvoir retrouver les quelques petits schémas qu'on a vus dans la présentation. Vous allez pouvoir retrouver vraiment tout un tas d'informations sous forme d'infographie ou de brochures. Et vous pouvez les télécharger, les utiliser, il n'y a pas de souci. Et puis donc pour organiser une journée, donc c'est possible aussi. Donc l'événement le plus connu, c'est le bus du cœur, hein, qui est la tournée qui est faite à travers toute la France, qui sera la semaine prochaine à Auxerre d'ailleurs. Donc ça, c'est plus compliqué à organiser. Voilà, souvent c'est les municipalités qui prennent contact, mais pour les établissements médico-sociaux, vous pouvez prendre contact avec eux, hein, tout est sur leur site. Voilà, les personnes à contacter. Voilà, vous pouvez prendre contact avec eux pour organiser à l'échelle locale des événements. Il y avait un webinaire d'ailleurs qu'ils organisaient sur le sujet il y a une petite quinzaine de jours. Moi, j'avais relayé sur mes réseaux IPA cet événement parce que je sais que j'avais beaucoup de collègues qui étaient intéressés pour organiser ça.
Mais en tout cas, voilà, tout est sur leur site et c'est très accessible. Merci beaucoup Arnaud. Donc, pour faire un petit récapitulatif de ta présentation aujourd'hui, donc dans un premier temps, tu nous as présenté l'évolution justement des pathologies cardiovasculaires chez la femme, avec une augmentation particulièrement importante chez les femmes de moins de 65 ans, donc liée à la diffusion de certains facteurs de risque. Tu nous as présenté dans un deuxième temps les différents éléments de physiopathologie de la maladie artérielle, de l'infarctus, avec parfois des spécificités liées à la femme, avec éventuellement des symptômes plus atypiques, donc notamment les douleurs épigastriques, la fatigue, qui peuvent être aussi des facteurs d'alarme chez la femme. Et enfin, dans un dernier temps, donc, tu nous as présenté les différents facteurs de risque donc communs aux hommes et aux femmes, mais aussi certains spécifiques à la femme qui sont liés d'une part souvent à la vie hormonale, la vie génitale, et d'autre part éventuellement au stress socio-professionnel, au poids, à la charge mentale qu'une femme doit porter, soit au sein de sa famille, soit au sein de l'environnement professionnel. Donc voilà les grands sujets que tu as abordés aujourd'hui. Donc ça Les fait grands messages. énormément d'informations et pour rebondir là-dessus, donc justement, pour rendre ces informations plus accessibles, on les met à disposition aujourd'hui gratuitement à travers une application mobile, donc l'application mobile Noctuacare, qui est en cours de développement, en cours de test. Donc, si vous souhaitez vous-même tester cette application, donc vous avez un QR code qui s'affiche maintenant à l'écran que vous pouvez scanner. Et si ça vous intéresse, on pourra vous donner accès à l'application sur iPhone ou sur Android pour pouvoir la tester et partager vos retours. Donc, merci beaucoup Arnaud pour ta présentation. Eh ben, merci Merci à toi. à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Arnaud aura plaisir à répondre. Et sinon, avec grand plaisir pour vous retrouver au cours d'un prochain webinaire ou à travers l'application Noctuacare. Eh ben, merci à toutes, merci à tous, merci Hugo. Et puis voilà, j'étais content de passer cette petite heure à vos côtés. Donc si vous avez des questions par la suite, vous n'hésitez pas, hein. Vous pouvez toujours nous envoyer ça par écrit et puis je prendrai le temps d'y répondre. Il n'y a pas de souci. Encore, je suis désolé vraiment pour le début d'intervention qui a été un petit peu bousculé par les problèmes de connexion, mais voilà, je m'en excuse. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Et je vous partagerai du coup le lien de l'enregistrement dès qu'il sera disponible. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Du coup, un bon mois sans tabac et une très bonne continuation pour votre santé cardiovasculaire.